créer des emplois pour que les Guadeloupéens puissent trouver et travailler chez eux. Alors vous êtes infatigable. Non, je suis un militant. Ça fait des années que vous êtes infatigable. C'est pas le mot, je suis un militant. Et bon. Un militant qui se bat pour une cause. Et un militant aussi qui a conscience d'être héritier d'hommes et de femmes qui se sont battus pour la même cause. Et je souhaite qu'à ma disparition, si le combat n'est pas achevé, que d'autres puissent prendre le relais. Entre le moment où vous avez commencé vous avez pris conscience et peut-être J'avais 12 ans. Très vite. J'avais 12 ans. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez évalué la prise de conscience générale dans la Guadeloupe? Ben, écoutez, il y a des hauts et des bas. Il y a des fois, effectivement, qu'on a l'impression qu'on revient à zéro. Il y a d'autres fois, lorsque ça fait le cas du LKP, qu'on a vu des dizaines de milliers de gens dehors, on dit tiens, je vois que ces gens-là n'avaient plus foi dans leur pays. Et puis il y avait une sorte de ferveur, il y avait un enthousiasme qui m'a laissé beaucoup d'espoir. L'espoir n'est pas tombé. Je me dis qu'il faut maintenant avancer dans le sens d'une construction du pays qui mènera les gens à comprendre qu'on peut faire. Parce que le gros problème des Guadeloupéens, c'est le doute qu'ils ont de leur capacité à faire. Et c'est pourquoi nous pensons que même dans ce système, il faut faire la démonstration guadeloupéenne qu'on peut faire des choses. On ne peut pas tout faire, parce qu'il y a des choses qui nécessitent une zone de pouvoir législatif pour prendre des lois, mais il y a des choses qu'on peut faire déjà dans ce système pour le changer. Il y a des choses qu'on peut faire. Au titre des choses qu'on peut faire, je suis en train de m'interroger sur la présence en fait des béquets. N'est-elle pas, d'un point de vue économique, contre-productive dans la mesure où leurs circuits de distribution sont pensés pour une économie coloniale? C'est un peu la question que j'avais pensée tout à l'heure. Mais moi je dirais, je me focalise pas sur les béquets, parce que les béquets ne seraient pas là, ça aurait été des Français qui étaient là en place. Oui, c'est toujours pas nous. Nous sommes absents des grands cycles de distribution. Les Guadeloupes sont absents. Ça n'aurait pas été des béquets, ça aurait été des blancs France, comme on dit chez nous. Ouais. D'accord? Donc ça n'aurait pas été des Guadeloupéens. La question fondamentale, allons-nous laisser les choses dans l'état quand les choses changeront? La réponse est non. Béquets ou pas béquets? Alors les béquets ont intérêt aujourd'hui à se positionner dès maintenant sur une Guadeloupe nouvelle, où ils ont leur place, mais avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que les Guadeloupéens. Est-ce que vous organiseriez des consultations avec certains des béquets progressistes qu'il y aurait soit en Guadeloupe? Il y a quelques années, nous avons pris l'initiative de rencontrer en Guadeloupe aussi bien les béquets que les autres communautés qui vivent en Guadeloupe, les Syriens, les Libanais, etc., pour leur dire, vous habitez dans un pays qui est le nôtre, vous devez savoir que les choses vont changer tôt ou tard. Il faut qu'on se positionne dès maintenant sur les relations qu'on a aujourd'hui et celles qu'on aura demain. Donc on va reprendre également ce genre de démarche, parce qu'eux aussi, ils savent très bien que la route ne restera pas comme ça. Et il nous appartient à nous, en tant que peuple majoritaire, enfin, majorité de la population européenne, de prendre l'initiative de les rencontrer. Et le fait qu'ils ne viennent pas montrera quel est le degré d'autorité, entre guillemets, que nous avons vis-à-vis d'eux. Il n'y a aucune démarche raciste, comme vous disiez tout à l'heure. Il y a surtout la volonté de faire comprendre que cette terre appartient à un groupe de personnes, c'est bien ça, tout à fait. Et que ce qu'il faut réparer, il faut réparer pour permettre à ce que cette indépendance puisse évoluer correctement. Mais les béquets, puisqu'on en parle, qui sont aussi puissants en Guadeloupe, surtout en Martinique, ils devront aussi participer à la réparation. À aucun moment ils ne peuvent penser que les choses resteront en l'état. Enfin, franchement, ce serait extraordinaire de croire que oui, on vient s'asseoir à la table avec vous, on est copains, on se dit bonjour, on vous invite à manger à la maison, et puis les choses ne bougent pas. Mais non, il y a trop d'injustice, il y a trop d'inégalités. Il faut quand même qu'ils acceptent de se remettre en cause. Tu as parlé tout à l'heure de l'Afrique du Sud, ça ressemble un petit peu à cette situation. Concernant la question des réparations, j'ai deux questions. La première, c'est celle-ci. Les associations qui militent ici pour ça, peuvent-elles adhérer à l'organisation dont vous avez parlé pour reconstruire la Guadeloupe? Mais écoutez, les Guadeloupéens qui vivent ici, je parle des Guadeloupéens parce qu'il y a des organisations politiques qui font le même travail avec lesquelles on travaille nous-mêmes. Celles qui veulent adhérer au FKNG, elles sont les bienvenues. Il serait bien qu'il y ait un FKNG ici, en France, qu'il soit à Nantes, qu'il soit à Paris, qu'il soit donc à Montpellier ou à Bordeaux. Nous le souhaitons. D'ailleurs, je pense que le succès de démarche dépendra de cela. Mais quel pourrait être le rôle de nous, des jeunes qui peuvent être ici, pour faire le pont avancé du FKNG? Déjà, nous allons tôt ou tard rentrer, je dirais, en négociation avec l'État français. Il faut que lorsque ces négociations commenceront, que nous ayons ici des structures qui soient fortes et qui véhiculent le message au sein donc, de leur communauté, mais au sein des Français, c'est-à-dire au sein des Français. Quand je suis passé à la télé hier, j'ai dit que les syndicats français aussi doivent s'accaparer de la problématique des réparations.
Parce qu'il faudra qu'ils fassent pression demain sur le gouvernement, quel qu'il soit. Nous, on ne se fie pas du tout à la gauche. Sincèrement, gauche-droite, pour nous, c'est la même chose. Ils ont des propos différents ici, mais quand ils sont en France, les gens de gauche ou de droite, ils se comportent de la même façon. Donc je ne me focalise pas sur le fait qu'il y ait un gouvernement de gauche. Souvent, ce sont les gouvernements de gauche qui sont les plus réfractaires au changement, sous prétexte que ouais, on est bien ensemble, enfin, ensemble, etc. Cette histoire d'amitié-là, c'est la foutaise. Et j'ai toujours dit que je me méfie plus de gars de gauche que de droite. Mais je lui dis en face, hein. Je lui dis, tu sais, c'est pas parce que tu es socialiste que je te fais Il y a trop de métaphores avec eux. Ah ouais. Nous sommes amis, nous sommes ensemble. C'est pas d'humanisme, ça. Ils nous infantilisent. Ils nous infantilisent. Ah, non. Les socialistes sont souvent très colonialistes dans leur comportement. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, la question. Mais je souhaite vraiment que les jeunes et les moins jeunes qui vivent ici sachent qu'ils sont des combattants. Ils peuvent être des combattants de la cause. Et ils marcheront la tête 2 fois plus haute, sachant qu'ils se battent pour une cause. Sachant aussi qu'ils sont en relation avec nous. Parce que pour nous, le lien doit être rétabli entre ceux qui se battent là-bas et ceux qui se battront ici. Parce qu'on se bat pour la même cause. On se bat aussi pour nos enfants. On ne se bat pas que pour soi. Et si on veut construire la nouvelle Guadeloupe, il faut aussi que ceux qui sont ici, qui se forment, sachent que je pourront rentrer au pays pour se mettre au service du pays. Ça, c'était pour moi, personnellement, je n'aurais pu aller ailleurs, rester en France travailler. J'ai fait mes études ici. Et j'ai dit non, je rentre au pays pour mettre mes compétences, mes savoirs au service du pays. Et aussi pour être là, parce que nous devons être présents pour éviter que les choses, finalement, ne deviennent irréversibles. C'est très important. À une question qui était posée à une militante Black Panther, à Sata, à Chaco. On lui demandait ce que la liberté, ce que ça représente pour elle la liberté. Elle répondait en disant ce que la liberté n'est pas. Elle définissait donc la liberté par ce qu'elle ne connaît, par toutes les entraves à la liberté qu'elle pouvait rencontrer dans sa vie. Et la question que j'aimerais vous poser, si vous aviez à faire le même exercice, pour vous, qu'est-ce qui entrave la liberté du peuple guadeloupéen? Bon, déjà, qu'est-ce qui entrave ma liberté personnelle? Oui, voilà. Le fait d'avoir dans mon pays un tuteur, le fait d'avoir des gens qui sont là pour décider pour moi, je trouve ça insupportable. Donc c'est une atteinte à ma liberté. J'estime que être libre pour moi, c'est être membre d'un peuple qui décide pour lui-même. Un peuple qui n'a de compte à rendre à personne. Un peuple qui n'accepte pas que de Paris, de Bruxelles, on parachute des gens qui sont appelés à nous diriger. Un peuple qui peut aussi prendre la parole dans, je dirais, tous les débats internationaux, qui a ce mot à dire. Et qui peut effectivement dire qu'il est unique. Nous sommes uniques. Chaque peuple est unique. Et être fier, surtout, le mot fierté est important. Je ne conçois pas qu'un homme, une femme puisse vivre sans cette fierté-là. Je ne conçois pas que nous vivons en couple et que ma femme et moi, nous ne soyons pas libres, que nous soyons dépendants d'un pouvoir qui nous est extérieur. Je dis qu'il n'est pas de bonheur, je dis avec beaucoup de gravité, tant que nous ne serons pas maîtres de nous-mêmes. Je ne serai jamais heureux totalement tant que je ne serai pas maître de moi-même. Et il me semble que c'est important. Alors, parfois je me demande, est-ce que nous sommes des extraterrestres? Est-ce que ce besoin n'est pas ressenti par tous? Je ne sais pas, je n'ai plus rien à dire par rapport à ça, ça me semble tellement évident que je ne peux pas vivre sous la tutelle de l'autre. De quel droit un Français viendrait faire sa justice chez moi? Ceux-là même qui ont appliqué le code noir pendant des siècles viennent dans les tribunaux de mon pays me dire la loi française, me juger dans mon pays. J'ai toujours dénié aux Français ce droit. Même lorsque j'étais ici devant la Cour de justice de l'État, j'ai toujours dit aux juges français, je ne vous parlerai pas. Vous n'avez aucun droit, ne me posez aucune question. Je me suis défendu, j'ai défendu mon pays. Je n'ai pas fait une atteinte à l'intégrité de la France, parce que mon pays, ce n'est pas la France. Donc dans ce cadre-là, à aucun moment, je n'ai accepté de répondre aux juges français, que ce soit Bouguer ou les autres. Et 1848 pour vous, c'est vraiment une abolition virtuelle, quoi? 1848, c'est un rachat donc, de Cheptel lui-même, parce qu'on sont considérés comme des objets, par l'État français, qui s'est empressé par une loi du 30 avril 1849 d'indemniser ceux qu'ils appellent les colons, qu'on appelle les esclavagistes. Et je précise que bien avant la loi, le décret du 27 avril 1848 qui constitue la deuxième abolition, ces colons ont négocié pied à pied avec le gouvernement français pour obtenir le maximum comme prix d'achat par tête d'esclave. Avec la Réunion, avec la Guadeloupe, avec la Martinique, avec la Guyane. Voilà, donc c'est un achat, c'est un achat. Donc,
quelque part, l'histoire n'a pas retenu que les esclavagistes étaient des méchants, hein, et étaient des salopards. C'était juste des commerçants. Et ils ont dit que vous nous rachetez un bien, nous voulons négocier le prix. Voilà, c'est tout. L'esclave lui-même, entre guillemets, libéré, n'a rien eu. Même pas comme c'était aux États-Unis, un mulet et puis un petit bout de terre. Rien du tout. Si bien qu'il est devenu juste l'employé de celui qui était son maître, qui lui a conservé la terre et est devenu riche grâce aux réparations. Je veux dire, aux réparations qu'il a eues. Alors certains s'étonnent que nous réclamions des réparations, alors qu'en 1849, la France qui était autant ruinée a trouvé des milliards en équivalence de l'euro aujourd'hui pour, je dis, dédommager et quelque part indemniser les propriétaires d'esclaves. Pour vous, la problématique des réparations est liée à la question de l'indépendance. Mais est-il possible, avant que cette indépendance ne soit conquise, que des réparations se réalisent? Et dans ce cas, en direction de qui? Quelle structure, quelle association, quel fonds? Qui aurait la légitimité, en dehors de l'État, de faire que la réparation se produise? Surtout qu'effectivement, comme vous le disiez hier, c'est des populations d'un État qui demandent réparation au même État. Cette question, comment est-ce que vous la tournez? Alors, moi je ne voudrais pas que ma réponse soit mal comprise. En tant que président du comité international des peuples noirs, je ne me bats pas, nous ne nous battons pas que pour la Guadeloupe. Ça, c'est très important. La Guadeloupe, forcément, est notre combat. Mais nous sommes internationaux. J'ai mis, hier j'ai dit en liminaire mon intervention, que ce n'est pas exactement ce que je devais dire. Mais comme on m'a un peu recentré sur le sujet, je n'ai dit que ça. Mais mon intervention parlait de l'état du monde noir. Et ce n'est pas par l'état du monde noir qu'il est fondamental que les réparations soient obtenues. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'état du monde noir par rapport aux autres peuples, que ce soit les peuples asiatiques, que ce soit les peuples occidentaux, etc., nous sommes en retard de développement. Mais nous sommes en retard de développement qui est chronique. Et même si apparemment l'Afrique noire, par exemple, a un taux de croissance de 5% par an, ça c'est tout à fait, je dirais, c'est artificiel. Ouais. Et que cette croissance elle est tirée surtout par les industries d'extraction qui profitent surtout aux grands groupes internationaux. Mais que le peuple en même temps, lui, il continue à être pauvre. J'ai porté des chiffres, j'ai porté des tableaux. Pour l'Afrique noire, par exemple, on est passé de 146 millions de pauvres, de travailleurs pauvres, à 174 millions de travailleurs pauvres. C'est-à-dire qu'on a augmenté de 30 millions entre 1999 et 2009 de travailleurs pauvres. Donc, les objectifs qui étaient définis dans le cadre des objectifs du millénaire de développement sont loin d'être atteints. Et au niveau de la santé, au niveau donc, je dirais des infrastructures de santé, de circulation, de l'eau, etc., ça se délabre. Donc, je trouve que c'était bien qu'ils aient des objectifs, mais faute de moyens, ces objectifs ne peuvent pas être atteints. Et nous disons justement qu'il faut un véritable plan Marshall pour le monde nord et en particulier pour l'Afrique. Et ce plan Marshall ne peut être financé que par les réparations. Parce que tant qu'on devra emprunter pour faire ces choses, on aura le service de la dette qui est pratiquement impossible, je veux dire, à honorer. On l'a vu dans le passé. Alors je ne fais pas non plus confiance à beaucoup de gouvernements africains, parce que moi j'ai vécu en Afrique. Il ne s'agit pas que cet argent leur soit donné à eux, mais ils vont en bénéficier, ils vont lutter pour eux. Il faut mettre, je dirais, un système d'agence de développement en lien avec, je dirais, une structure des Nations Unies chargée de collecter les fonds venant des pays qui ont pratiqué l'esclavage et qui est donc, je dirais, un certain nombre de plans de développement qui soient donc validés et que leur suivi soit bien ordonné de façon qu'il y ait des déblocages successifs en fonction de l'avancement des travaux sur le terrain. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Extrêmement bien. Il ne s'agit pas de donner de l'argent ni aux individus ni aux États directement parce qu'on sait très bien qu'ils vont s'en servir pour d'autres choses. Mais il faut valider des plans de développement pays par pays qui auront un financement lié justement aux sommes que devront verser pendant 10, 15, 20 ans les pays qui ont bénéficié de l'esclavage, qui ont tiré profit, comme la France, comme l'Allemagne, mais enfin comme l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, etc. Et que ces plans de développement devront être, je dirais, suivis par des agences mises en place et que les États n'auront pas vraiment accès à l'argent. Ça, c'est très important. Et que les déblocages se feront en fonction de l'évolution du change. C'est comme avant, excusez-moi l'image, quand on construisait une maison en Guadeloupe, on donnait à la personne qui avait le prêt, tiens, tu as un prêt de 150 000 euros, il avait 150 000 euros. Qu'est-ce qu'on constatait? Beaucoup de gens achetaient une grosse voiture avec cet argent-là et ils n'arrivaient même pas à finir leur maison. Désormais, tu construis une maison, tu as le prêt, on dit que c'est pas en tranche. Quand vous avez fait la première tranche, quelqu'un viendra voir si elle est réalisée et on débloque la seconde. Et c'est comme ça que les maisons se terminent aujourd'hui. Beaucoup de maisons restaient plantées parce que souvent les gens avaient la tentation de prendre de l'argent pour acheter leur voiture, content, au détriment de la construction. Mais là c'est pareil, on ne fait pas confiance à prier aux États. On veut vraiment que les populations soient les bénéficiaires des réparations. Pour ça, il faut mettre en place, je dirais, des structures de verrouillage pour éviter que l'argent